J'étais assise, immobile, dans le coin du salon. Le dos droit, les mains posées sur les genoux, selon la stricte réglementation, j'observais la foule de parents qui faisait plus de bruit qu'un marché bondé, plutôt qu'une veillée funèbre. L'avocat venait à peine d'ouvrir la bouche, que mon père s'est levé brusquement, le coupant d'une voix tonitruante et autoritaire. Les 3 propriétés de San Diego appartiennent à mon fils. Quant à Olivia, l'armée s'est déjà occupée d'elle. Elle n'a besoin, et ne recevra pas, un seul centime. Des applaudissements ont éclaté, et ma mère a hoché la tête en signe d'approbation. Ma gorge avait un goût amer. Non pas à cause de l'argent perdu, mais à cause de leur cruauté, mise à nu. Le pouls dans mon cou s'est accéléré, de rage. Mais les muscles de mon visage sont restés figés, dans l'état de marbre forgé par des milliers d'heures de service. Ryan a levé son verre de vin dans ma direction, ses yeux pleins du regard moqueur d'un vainqueur. Lui, et toute cette pièce, n'avait aucune idée que le lieutenant Olivia Matthews n'était pas venu ici pour mendier. J'ai jeté un coup d'œil à la mallette en métal, fermement verrouillée à mes pieds. Elle contenait une vérité qui sommeillait depuis 3 ans. Je me suis demandé à quelle vitesse leur sourire allait s'estomper, quand ils réaliseraient que ce testament n'était qu'un bout de papier sans valeur. L'air dans la propriété des Matthews à Pacific Beach était lourd, suffocant sous l'odeur des cocktails de crevettes chaudes, et du chardonnay bon marché, versé dans des flûtes en cristal coûteuses. 30 invités, principalement les compagnons de beuverie de Ryan et les anciens associés de papa, transformaient la veillée funèbre de grand-mère Margaret en une soirée de réseautage. Personne ne prononçait son nom. Personne ne partageait un souvenir de la femme, qui avait bâti la fortune de cette famille, à partir d'un seul camion de livraison. Il ne chuchotait que sur les valeurs immobilières, et les impôts sur les plus-values. J'étais assise là, une étrangère dans mon uniforme de cérémonie bleu, une tache d'encre noire et nette sur leur toile pastel. À l'autre bout de la pièce, Ryan était assis, les pieds posés sur la table basse en acajou. Son bras était drapé autour de Brooke. Ses faux ongles en acrylique, longs et courbés comme les serres d'un faucon, tapotaient contre son verre, alors qu'elle gloussait. Je pouvais entendre le chuchotement de Ryan, percé à travers le vacarme. « Attends un peu, chérie. Cette Porsche 911 sera dans le garage, la semaine prochaine. » L'avidité n'était même plus masquée. Elle était nue, laide, et aspirait tout l'air de la pièce. Puis, la condamnation complète est tombée, amplifiant le choc que je venais de ressentir. Mon père, Thomas Matthews, a ajusté sa cravate. Il se tenait au centre de la pièce, tel un roi s'adressant à ses sujets. Il ne m'a pas regardé. Son regard a balayé au-dessus de ma tête, comme si j'étais un meuble invisible. Ryan est le premier-né, a-t-il annoncé. Sa voix tonitruante, d'une autorité fabriquée, qu'il prenait toujours pour du leadership. Il a besoin d'une base solide pour construire une famille. Il porte le nom des Matthews. Il a fait une pause, pour un effet dramatique. Il a laissé le silence peser lourdement, avant de tordre le couteau qu'il avait déjà planté. Quant à Olivia, a-t-il fait un geste vague dans ma direction. Elle a choisi de quitter cette famille, pour jouer aux soldats. Elle a sa pension. Elle a son assurance maladie. Elle a ce truc, la GI Bill. On s'est occupé d'elle, chez l'oncle samedi. Par conséquent, l'héritage de grand-mère ira à celui qui en a réellement besoin. Ryan. La pièce a de nouveau éclaté en applaudissements. Ils applaudissaient ma spoliation. Ils applaudissaient la logique selon laquelle mon service, mon sacrifice, et mon indépendance étaient les raisons mêmes pour lesquelles je méritais d'être puni. J'ai tourné la tête lentement vers ma mère, espérant y trouver une once d'équité. Mais Suzanne Matthews a simplement baissé les yeux, ses doigts tordant nerveusement son collier de fausses perles. Quand elle a finalement croisé mon regard, il n'y avait aucune excuse dans ses yeux. Elle s'est approchée, ses pas hésitants, et a posé une main froide sur mon épaule. Elle s'est penchée, chuchotant assez fort pour que l'invité à proximité entende, jouant son rôle de pacificatrice. « Olivia, s'il te plaît, ne fais pas de scène. Ton frère est sensible. Tu es la forte, n'est-ce pas? Tu as toujours été la survivante. Tu n'as pas besoin de ces vieilles maisons. Laisse-lui ça, pour que la famille soit en paix. La voilà, la militarisation de ma résilience. » À ses yeux, le fait que je ne pleure pas, signifiait que je ne saignais pas. Elle me demandait de m'arracher ma propre chair pour nourrir son enfant gâté en or, simplement parce que je pouvais supporter la douleur. Merci, papa.
Merci, maman. Je promets de rendre cette famille fière, a crié Ryan, en se levant. Son visage était rouge d'alcool et d'arrogance. Il a levé son verre dans ma direction, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. Ne sois pas triste, ma petite soldate, a-t-il raillé. Si les choses deviennent trop serrées avec ce salaire de fonctionnaire, je peux te prêter quelques milliers. Mais souviens-toi, je facture des intérêts. Brooke a éclaté de rire. Un son aigu, qui m'a écorché les nerfs. L'humiliation était complète. Il m'avait dépouillé, avait invalidé mon existence, et dansait maintenant sur les cendres. J'ai senti le poids de la mallette en aluminium à Liburton, reposer contre ma chaussure de combat. À l'intérieur, se trouvaient 8 titres de propriété, tamponnés de sceaux rouges, signés et notariés il y a 3 ans. J'ai fermé les yeux, une microseconde. J'ai inspiré pendant 4 temps. Retenu pendant 4. Expiré pendant 4. Retenu pendant 4. La technique de respiration en carré des Navy Seals s'est mise en marche. Forçant mon rythme cardiaque à passer d'un sprint à un jogging régulier. La rage était toujours là. Mais maintenant, elle était froide. Elle était concentrée. C'était des munitions. Je ne me suis pas levé pour crier. Je n'ai pas jeté mon verre. J'ai simplement regardé au-delà de mon père, au-delà de Ryan. Et j'ai croisé le regard de l'avocat de la famille, Monsieur Hollis. Il tendait déjà la main vers son stylo, pour finaliser la paperasse. Ma voix a tranché la célébration, comme un couteau dans la soie. Monsieur Hollis, ai-je dit, d'un ton plat et dépourvu d'émotion. Avant que vous ne les laissiez signer, êtes-vous absolument certain que votre dossier a été mis à jour après mai 2021 ? Pour comprendre pourquoi je n'ai pas crié sur l'avocat, ou jeté mon verre au visage de mon frère, il faut remonter 15 ans en arrière. Il faut s'asseoir à la table des Matthews, et ressentir la texture spécifique du silence, qui m'était exclusivement réservé. Le souvenir est épais, imprégné de l'odeur de travers de porc fumé au bois de Carrier, et du son assourdissant de la télévision branchée sur ESPN. Mon père était assis en bout de table. Il maniait sa fourchette comme un sceptre, dispensant son attention comme une monnaie limitée. Ryan, parle-moi de cette passe de touchdown au deuxième quart-temps, a demandé papa. Ses yeux brillaient, d'une gloire par procuration. Ryan, la bouche pleine de pain de maïs, a haussé les épaules avec une nonchalance étudiée. Le coach a appelé la mauvaise action. Honnêtement, si la ligne offensive n'était pas si lente, j'en aurais eu 3 de plus. Mais ouais, ce lancer-là, il était d'élite. Papa a hoché la tête sagement, blâmant l'entraîneur, la ligne, les arbitres. Il blâmait le monde entier, pour le fait que l'équipe universitaire de Ryan avait en fait perdu le match, 14-35. Dans la version de la réalité de papa, Ryan ne perdait jamais. Il n'était que victime des échecs des autres. À l'autre bout de la table, j'ai discrètement fait glisser un bout de papier sur la nappe. C'était mon bulletin de notes semestriel. Que des calculs, A+. Physique, A. J'ai lissé les bords, attendant. J'ai attendu une pause dans le commentaire du match de football. J'ai attendu un regard. Le papier était là, entre la salade de choux et les serviettes. Blanc et net. 5 minutes ont passé, puis 10. Finalement, papa a regardé dans ma direction. Olivia, a-t-il grogné, en pointant son couteau vers le plat vide. Il n'y a plus de travers de porc. Va voir dans la cuisine, et débarrasse ses assiettes, pendant que tu es debout. Il n'avait même pas vu le papier. Ou peut-être qu'il l'avait vu, et que cela ne lui avait tout simplement pas paru important. Je n'étais pas une personne à célébrer. J'étais le personnel. J'étais le fantôme qui faisait la vaisselle, pendant que la vraie famille discutait de son héritage. Le fossé invisible s'est transformé en un canyon, pendant ma première année de lycée. C'était la semaine du bal de rentrée. Ryan, alors en terminale, a décidé qu'il avait besoin d'un nouveau look, pour impressionner les pom-pom girls. J'ai regardé depuis le seuil de la chambre principale, alors que maman était assise au bord du lit, son chéquier ouvert. Ryan tenait une housse à vêtements, contenant un costume en laine italienne. 800 €, Suzanne, a demandé papa, en haussant un sourcil. Bien qu'il ait déjà la main à la poche. Il faut qu'il ait l'air bien, Tom, a insisté maman, en souriant à son garçon en or. C'est un investissement dans sa confiance. Elle a passé la carte de crédit sans sourciller. 800 €,
pour une soirée de danse et de punch alcoolisé. Plus tard, la même semaine, je suis allé voir maman dans la cuisine. Je faisais des recherches sur les universités, visant la Ivy League, ou l'Académie navale. Maman, ai-je demandé, d'une petite voix. J'ai besoin d'acheter les livres de préparation avancée au SAT. Le lot coûte 50 €. Maman a soupiré. Une longue expiration dramatique, qui a aspiré tout l'air de la pièce. Elle m'a regardé avec une expression peinée. Comme si je venais de lui demander de donner un rein. Olivia, honnêtement, a-t-elle lancé sèchement, en frottant une casserole avec une force agressive. On est un peu à court d'argent en ce moment. Tu ne peux pas juste les emprunter à la bibliothèque? Pourquoi es-tu toujours si exigeante? Tu dois apprendre à être moins égoïste. Égoïste? Le mot est resté suspendu dans l'air. 800 € pour un costume sur lequel Ryan allait vomir, était un investissement. 50 € pour mon avenir, était égoïste. Cet après-midi-là, alors que Ryan partait dans la Ford Mustang toute neuve de papa, pour aller chercher sa cavalière, j'ai enfilé la robe de ma cousine, héritée de seconde main, qui était de taille trop grande. J'ai alors réalisé que dans le grand livre de la famille Matthews, Ryan était un actif, et moi, un passif. La rupture finale a eu lieu 3 ans plus tard. Je suis rentré à la maison, le cœur battant contre mes côtes, serrant une épaisse enveloppe. J'ai été accepté, ai-je dit, en posant la lettre d'acceptation de l'école des aspirants officiers de la marine, sur la table basse. Papa y a jeté un coup d'œil, pendant une coupure publicitaire. La marine, hein? Eh bien, c'est bien. Ça m'économise les frais de scolarité. Il s'est retourné vers l'écran. Ça te va bien, Olivia. L'armée, c'est structuré. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter d'être trop féminine là-bas. Tu suis juste les ordres. Pas de félicitations, pas de câlins, pas de « je suis fier de toi ». Juste le soulagement, que je ne sois plus à sa charge. Et un commentaire désobligeant sur ma féminité. Quand le jour est venu de me présenter à Newport, Rhode Island, j'ai fait mon unique sac de sport. Je me tenais dans le hall, attendant. Je ne peux pas t'emmener à la gare routière, chérie, a crié maman, depuis l'étage. Ryan s'est ébréché une dent, en ouvrant une bouteille de bière. Je dois l'emmener chez le dentiste. Et j'ai un rendez-vous au golf à 10 h, a ajouté papa, en regardant sa montre. Tu peux appeler un Uber, non? Tu es indépendante. J'ai pris un bus Greyhound. Alors que le lourd moteur diesel rugissait, et que le bus s'éloignait du trottoir, j'ai regardé par la fenêtre, le trottoir vide. J'ai réalisé que je ne quittais pas ma famille, parce que je n'en avais jamais vraiment une. Newport était froid, humide, et misérable. On appelait ça la semaine de l'enfer, pour une bonne raison. Je rampais dans la boue glaciale, mes poumons me brûlant, pendant qu'un instructeur hurlait à quelques centimètres de mon visage, insultant ma faiblesse, ma posture, et mon existence même. Et pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti la paix. Ça semble fou, mais c'était vrai. Quand le sergent me criait dessus, ce n'était pas parce que j'étais Olivia, la fille invisible. C'était parce que ma posture pour les pompes était mauvaise. C'était objectif. C'était juste. Un matin, pendant l'inspection, l'instructeur s'est arrêté à mon lit. Il a pris une pièce de 25 cents, et l'a fait rebondir sur mes draps. Elle a jailli en l'air. Il a vérifié les coins. Des angles parfaits de 45 degrés. Il m'a regardé dans les yeux. Candidate exceptionnelle. Ce seul mot a nourri une faim dont je ne connaissais pas l'existence. J'ai appris le credo de Jocko Willink, la discipline, c'est la liberté. L'armée ne m'a pas brisé. Elle m'a forgé. Elle m'a appris que l'amour n'est pas une ressource rare, qu'il faut mendier à la table du dîner. Le respect se gagne par l'action. Chaque matin, je faisais mon lit. Je construisais un mur entre moi, et les personnes qui me faisaient me sentir petite. Je suis devenue dure. Je suis devenue tranchante. Je suis devenue une arme. Et les armes ne pleurent pas, quand elles sont exclues d'un testament. Elles rechargent. Mes soupçons n'ont pas commencé lors des funérailles. Ils ont commencé il y a 3 ans, pendant une permission de 96 heures, que j'ai prise pour rendre visite à grand-mère Margaret. Dès que j'ai déverrouillé la porte d'entrée de la maison ancestrale dans la banlieue, l'odeur m'a frappé. Ce n'était pas l'odeur de lavande, et de pain frais,
que je me souvenais de mon enfance. C'était l'odeur lourde et écœurante de cloisons sèches humides et de moisissures. J'ai trouvé grand-mère assise dans son fauteuil préféré. Une couverture tricotée remontait jusqu'au menton, malgré le doux automne californien. Dans le coin du salon, un seau en plastique de Home Depot était posé sur le tapis persan. Goutte, goutte, goutte. Le son était rythmique et exaspérant. Comme le lent tic-tac d'une horloge, décomptant la décomposition de la maison. Grand-mère, ai-je demandé, la poitrine serrée. Pourquoi y a-t-il un seau dans le salon? Pourquoi n'as-tu pas appelé un couvreur? Elle m'a souri. Mais ses yeux étaient troubles, remplis d'une résignation qui m'a brisé le cœur. Je l'ai dit à Ryan, ma puce. C'est lui qui gère les comptes maintenant. Il a dit que les devis pour le toit sont astronomiques. Il a dit que le fonds d'entretien est à sec. Il m'a dit que je devais juste être patiente, et attendre la fin de la saison des pluies. J'ai regardé le plafond taché d'eau, puis le seau rempli d'eau brune et trouble. À sec? Grand-mère possédait 8 propriétés locatives à San Diego. L'un des marchés immobiliers les plus prisés du pays. Ces unités étaient entièrement occupées depuis les années 1990. L'idée qu'il n'y ait pas assez d'argent pour réparer une fuite de toit, n'était pas seulement improbable. C'était mathématiquement impossible. Cette nuit-là, après que grand-mère ait pris ses médicaments et soit allée se coucher, je ne suis pas allé au lit. Je suis allé au bureau en acajou dans le bureau, et j'ai trouvé le grand livre. Je suis officier du corps d'approvisionnement. Mon travail quotidien consiste à gérer des millions d'euros d'actifs militaires, à suivre des chaînes d'approvisionnement depuis les usines du Midwest, jusqu'au groupe d'attaque de porte-avions dans le Pacifique. Je sais comment repérer une anomalie. Dans mon monde, s'il manque une seule vis, on arrête la ligne jusqu'à ce qu'on la trouve. La comptabilité de Ryan n'était pas seulement désordonnée. C'était une scène de crime. Il n'y avait pas de reçus originaux, seulement des notes griffonnées dans les marges. J'ai parcouru les colonnes avec mon doigt. Réparation de plomberie, 3500 €. Service d'aménagement paysager, 2200 € par mois. J'ai reniflé dans la pièce silencieuse. 2200 € pourquoi? Les propriétés locatives avaient des cours en gravier, et des plantes succulentes qui ne nécessitaient aucune eau. Ils facturaient au patrimoine, une équipe de paysagistes qui n'existait probablement pas. Le lendemain matin, le son d'un moteur V6 biturbo a brisé le silence du quartier. J'ai regardé par la fenêtre, et j'ai vu Ryan arriver dans l'allée. Il ne conduisait pas sa vieille berline. Il était au volant d'un Ford F-150 Raptor, tout neuf. Le camion était une bête, peint d'un orange vif brillant, monté sur des pneus de 37 pouces. Prix catalogue, au moins 75 000 €. Il est descendu, portant des lunettes de soleil Oakley et tenant un grand gobelet Starbucks. Il avait l'air de la santé, et de la richesse personnifiée. Un contraste saisissant avec la grand-mère, qui grelottait à l'intérieur de sa maison humide. « Salut, sœurette » a-t-il lancé, en me repérant sur le porche. « En permission ?» J'ai pointé un doigt vers le camion. « Belle voiture, Ryan. »« D'où vient l'argent ?»« Papa a dit que tu étais entre deux boulots. » Ryan a haussé les épaules, en prenant une longue gorgée de son café à 7 €. « Crypto, Olivia. Tu ne comprendrais pas. J'ai fait quelques bons coups avec le Bitcoin. Quoi qu'il en soit, ne me harcèle pas pour le toit. Les matériaux sont hors de prix en ce moment. Problème de chaîne d'approvisionnement, tu sais. » Il a utilisé les mots à la mode qu'il entendait aux informations, pour couvrir ses arrières. Il m'a menti en face, sans sourciller. Il a menti, alors qu'il se tenait à 3 mètres de la femme qu'il avait élevée. La femme qui, à ce moment-là, recueillait l'eau de pluie dans un seau en plastique, pendant qu'il conduisait un char d'assaut qui coûtait plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en un an. Mais j'avais besoin d'une preuve irréfutable. J'avais besoin d'un flagrant délit. Je l'ai trouvé, à la page 42 du grand livre. Remplacement CVC, propriété de Garnet Avenue, 8 000 €. La date remontait au mois dernier. J'ai pris ma voiture, et je suis allé directement à la location de Garnet Avenue. Il faisait une chaleur étouffante, approchant les 30 degrés. Quand le locataire, un dénommé Mike, a ouvert la porte, une vague de chaleur m'a frappé. Il transpirait à grosses gouttes, à travers son t-shirt. « Nouvelle unité de climatisation ?» ai-je demandé, en sautant les politesses. Mike a laissé échapper un rire amer.
Vous plaisantez? La clim est en panne depuis 3 mois. J'ai appelé Ryan une douzaine de fois. Il m'ignore. Je suis littéralement en train de rédiger une plainte en ce moment, pour violation de l'habitabilité. Je peux voir l'unité? Il m'a conduite dans la cour latérale. Elle était là, une boîte en métal rouillé, et cliquetante. J'ai vérifié la plaque du numéro de série, fabriquée en 1990. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai pris une photo de l'unité rouillée. Puis, j'ai pris une photo du numéro de série. Ryan n'avait pas dépensé 8 000 € pour un nouveau climatiseur. Il avait empoché l'argent, probablement pour un acompte sur ce camion orange. Et il avait laissé un locataire payant rôtir sous la chaleur, et sa grand-mère pourrir dans l'humidité. Ce n'était pas seulement de l'incompétence. Ce n'était pas seulement le syndrome de l'enfant en or. C'était de la maltraitance envers une personne âgée. C'était de la fraude. C'était un crime. Si vous écoutez ceci, et que votre sang bout, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi tout de suite. Si vous croyez que voler sa propre grand-mère est la chose la plus basse qu'un être humain puisse faire, cliquez sur le bouton j'aime. Et si vous voulez voir Ryan rendre des comptes à la justice, tapez le mot karma dans les commentaires ci-dessous. Faites-moi savoir que je ne me bats pas seul. Je suis retourné à ma voiture, les mains tremblantes. Non pas de peur, mais d'une rage froide et mortelle. J'ai regardé une dernière fois la photo de la machine rouillée. Ryan pensait être intouchable, parce qu'il était le fils préféré. Il pensait que papa le protégerait. Il pensait que maman lui trouverait des excuses. Mais, il n'était jamais entré en guerre avec l'officier de la logistique. Il ne savait pas que je n'allais pas seulement l'exposer. J'allais le démanteler. Je suis rentré chez grand-mère cette nuit-là, sous une pluie battante. Le tonnerre faisait trembler les vitres de ma berline, comme une artillerie lointaine, faisant écho à la tempête qui grondait en moi. J'avais les photos du climatiseur rouillé, et les pages du grand livre, sous le bras. Quand je suis entré dans le salon, grand-mère était toujours dans son fauteuil, fixant le seau d'eau de pluie. Je n'ai pas tourné autour du pot. J'ai posé les photos sur la table basse, les étalant comme une main de poker gagnante. Il te vole, grand-mère, ai-je dit. Ma voix tremblait, d'une rage contenue. Ryan saigne le patrimoine à blanc. Voici la preuve. Grand-mère Margaret a mis ses lunettes de lecture. Sa main a tremblé, en prenant la photo de l'unité de CVC des années 1990. Elle n'a pas halté. Elle n'a pas pleuré. Elle a simplement soupiré. Un long son las, qui semblait porter le poids d'une décennie de trahison. Je sais, a-t-elle murmuré, la voix rauque. Je me suis figé. Tu sais? Alors pourquoi? Pourquoi le laisses-tu vivre comme un roi, pendant que tu es assise ici, dans l'humidité? Elle a enlevé ses lunettes, et m'a regardé. Ses yeux étaient remplis d'une douleur, qui n'avait rien à voir avec l'argent. Parce que ton père, Thomas, il m'a donné un ultimatum. Il y a 3 ans, quand j'ai remis en question les dépenses de Ryan pour la première fois, Thomas m'a dit que si je faisais une scène, si j'impliquais des avocats ou la police, il me couperait les ponts. Elle a tendu la main, et a serré la mienne. Il a dit qu'il s'assurerait que je ne te revois plus jamais, Olivia. Il a dit qu'il te dirait que j'étais devenu sénile, et refuserait que tu me rendes visite. Il t'a prise en otage, contre mon silence. Le souffle m'a manqué. Mon père n'avait pas seulement permis les agissements de Ryan. Il avait utilisé sa relation avec moi, comme une arme pour faire chanter sa propre mère. Il avait monétisé son accès à sa fille, pour protéger le vol de son fils. C'est à ce moment-là que le dernier fil de loyauté, que je ressentais pour Thomas Matthews, s'est rompu. Il n'était plus mon père. C'était un combattant ennemi. Grand-mère Margaret a redressé le dos. La fragilité a semblé s'évaporer, remplacée par l'acier de la femme, qui avait dirigé un empire logistique dans les années 80. Olivia, a-t-elle dit. Sa voix est descendue d'une octave, impérieuse et tranchante. Je ne laisserai pas l'héritage de mon mari se faire dépecer par des vautours. Tu es la seule dans cette famille qui ait de la discipline. Tu es la seule qui connaisse la valeur d'un euro, parce que tu travailles vraiment pour le gagner. Elle a pointé un doigt osseux vers moi. Je veux tout te transférer. Tout de suite, avant de mourir. Papa va me tuer, ai-je lâché, la vieille peur remontant. Elle a souri,
d'une expression froide et sèche. Il ne pourra rien faire du tout. Pas si la paperasse est blindée. As-tu le courage d'accepter cette mission, lieutenant? J'ai regardé le seau d'eau. J'ai regardé ses yeux féroces. Oui, madame. Lundi matin, 8 heures. Nous avons lancé l'opération. J'ai appelé Dylan, mon cousin germain. C'était un mécanicien, un ouvrier qui conduisait un Silverado cabossé, et détestait la prétention de ma famille proche. Il a accepté d'être notre chauffeur, sans poser de questions. Nous avons installé grand-mère, dans le camion de Dylan. Et nous sommes allés en ville. Nous nous sommes garés dans la ruelle, derrière le bureau de Davis & Associates. Monsieur Davis était un vieil ami de la famille, un avocat spécialisé en succession, qui savait où tous les cadavres étaient enterrés. Nous sommes entrés par la porte de derrière, pour éviter d'être vus par l'un des copains de papa, qui aurait pu déjeuner dans le coin, a dit Monsieur Davis. Il avait les documents prêts, sur son bureau en acajou. Ceci est une fiducie révocable, a expliqué Monsieur Davis. Il a fait glisser une épaisse pile de papier, vers nous. Elle contourne l'homologation. Elle contourne le testament. Elle supplante tout. Il a pointé la clause spécifique. Bénéficiaire unique, Olivia Margaret Matthews. Fiduciaire successeur, Olivia Margaret Matthews. Puis, vinrent les actes de renonciation. 8 d'entre eux. Un pour chaque propriété. Grand-mère n'a pas hésité. Elle a pris le stylo, et a commencé à signer. Scratch, scratch. Le son de l'encre coulant sur le lourd papier juridique, était fort dans le bureau silencieux. Pour moi, ça ressemblait au clic métallique, d'un chargeur inséré dans un fusil. À chaque signature, elle dépouillait Ryan de son pouvoir. À chaque tampon du sceau du notaire, elle retrouvait sa dignité. La maison de Pacific Beach, signée. Les locations de Garnet Avenue, signées. L'entrepôt commercial, signé. Lorsque le dernier document a été notarié, grand-mère m'a regardé. Elle avait l'air fatiguée, mais ses yeux étaient clairs. Écoute-moi, Olivia, a-t-elle ordonné. Elle m'a serré le poignet avec une force surprenante. C'est la partie la plus importante. Silence radio. Silence radio, ai-je répété. À partir de maintenant, jusqu'au jour où je serai sous terre, et même après ça, jusqu'au moment même où ils essaieront de tout prendre, tu ne dis rien. Tu laisses Ryan conduire ce camion. Tu laisses Thomas se vanter au country club. Tu les laisses dormir sur leurs 2 oreilles. Dans leur arrogance. Tu les laisses penser qu'ils ont gagné. Parce que quand l'ennemi est à l'aise, il est imprudent. J'ai hoché la tête, gravant la stratégie dans mon esprit. Compris. Je suis sorti de ce bureau, portant un secret valant des millions d'euros. Je suis retourné à mon unité. J'ai été déployé à l'étranger. Et pendant 3 années angoissantes, j'ai observé de loin. J'ai regardé Ryan vider les comptes bancaires. J'ai regardé mes parents le couvrir d'éloges. J'ai regardé comment ils me traitaient, comme une nuisance. J'ai enduré chaque insulte, chaque rebuffade, chaque remarque condescendante sur mon salaire de fonctionnaire. J'ai tenu ma langue. Parce que je savais quelque chose, qu'ils ignoraient. Je savais que chaque euro que Ryan volait, n'était qu'une preuve de plus contre lui. Je savais que le terrain sur lequel il se tenait, ne leur appartenait plus. Il appartenait aux fantômes, au fond de la pièce. La terre sur la tombe de grand-mère Margaret n'était même pas encore sèche, que l'embuscade a eu lieu. Nous venions de rentrer du cimetière. Les limousines noires tournaient encore au ralenti dans l'allée, et les invités se dirigeaient vers le salon pour la veillée. Mais avant même que je puisse enlever mes gants blancs, mon père m'a saisi le coude. Ses doigts se sont enfoncés dans mon bras, avec une force qui ressemblait moins à une étreinte qu'à une menotte. Étude. Maintenant, a-t-il marmonné, la voix basse et tendue. Réunion de famille. Je l'ai suivi dans son bureau. La pièce sentait le vieux cuir et le cigare cher, l'odeur d'un club auquel je n'avais jamais été autorisé à adhérer. Papa s'est installé derrière son énorme bureau en chêne, prenant la position du juge. Maman s'est assise sur la chaise d'invité, tamponnant ses yeux secs avec un mouchoir. Ryan s'est appuyé contre la bibliothèque, croisant les chevilles. Il avait l'air d'une victime tragique, qui venait d'être terriblement dérangée par un décès dans la famille. Sur le bureau, posé seul sur le sous-main vert, il y avait un unique document.
Papa n'a pas perdu de temps en politesse. Il a fait glisser le papier vers moi, avec son lourd stylo Man Blank en résine noire. Signe ça, Olivia, a-t-il ordonné. J'ai baissé les yeux. Le titre en haut disait « Renonciation à l'intérêt ». Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé, bien que je sache exactement ce que c'était. C'est une formalité, a dit papa, en agitant la main avec dédain. Ça stipule que tu renonces volontairement à toute prétention, sur la succession de ta grand-mère. Ça simplifie le transfert des actifs à Ryan. On ne veut pas impliquer les tribunaux et les avocats. N'est-ce pas? Ça devient compliqué. Ça devient cher. Nous sommes une famille. Nous réglons les choses en interne. Il ne me demandait pas. Il m'ordonnait de me voler moi-même. Avant que je puisse répondre, maman a commencé sa performance. Elle a tendu la main et a touché la mienne, son visage se plissant en un masque d'inquiétude maternelle. Olivia, ma chérie, s'il te plaît, regarde ton frère, a-t-elle dit, en faisant un geste vers l'homme de 36 ans, qui vérifiait actuellement ses messages textes. Ryan a besoin de stabilité. Il va se marier avec Brooke. Il a besoin de subvenir à ses besoins. Toi, tu es tout le temps parti en mission. Tu n'es pas là pour gérer des propriétés. Elle a pris une inspiration, puis elle a porté le coup qu'elle gardait en réserve depuis des années. D'ailleurs, chérie, a-t-elle dit, sa voix baissant à un murmure conspirateur. Tu es une femme. Tu finiras par te marier. Tu changeras de nom. Les biens, ils devraient vraiment rester sous le nom des Matthews. Ryan est le seul fils. Il porte l'héritage. Tu comprends, n'est-ce pas? C'est juste l'ordre naturel des choses. J'ai eu l'estomac retourné. Le voilà. Le sexisme n'était même pas subtil. Dans le monde de Suzanne Matthews, ma biologie me rendait incapable de gérer. Parce que je n'avais pas la bonne plomberie, je ne méritais pas l'héritage. Elle utilisait mon genre, pour justifier son vol. Puis Ryan s'est détaché de la bibliothèque, et s'est approché nonchalamment. Il a posé une main lourde sur mon épaule, la serrant d'une manière condescendante. « Allez, sœurette, a-t-il dit, en affichant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ne sois pas difficile. Signe le papier, et je te le revaudrai. Dis-toi bien, une fois que j'aurai vendu la maison de Pacific Beach, je t'achèterai ce sac Hermès, que tu vois toutes les célébrités porteurs. Un Birkin, un Kelly, tout ce que tu veux, c'est pour moi. Je l'ai regardé. Il croyait sincèrement que ma dignité pouvait s'acheter avec un sac à main. Il pensait que j'étais une enfant superficielle, qu'on pouvait distraire avec un objet brillant, pendant qu'il volait des millions d'euros de biens immobiliers. Le silence dans la pièce s'est étiré, fin comme un élastique sur le point de claquer. Ils me regardaient tous. Papa avec son autorité. Maman avec sa culpabilité. Ryan avec son pot de vin, attendant que je me soumette. Attendant que la bonne fille plie. Je sais que beaucoup d'entre vous qui écoutez en ce moment, se sont retrouvés dans une pièce exactement comme celle-ci. On vous a dit de maintenir la paix, au détriment de votre propre âme. On vous a dit que la famille passe avant tout, par les personnes même qui vous ont mis en dernier. Si vous en avez assez d'être manipulé par les personnes qui sont censées vous protéger, cliquez sur le bouton j'aime tout de suite. Et si vous refusez de signer ce papier, tapez respect dans les commentaires. Montrez-moi que vous connaissez votre propre valeur. J'ai pris le document. J'ai senti la texture du papier, entre mon pouce et mon index. Puis, j'ai regardé mon père. J'ai regardé ma mère. Et enfin, j'ai regardé Ryan. Mon expression n'a pas changé. Mon pouls ne s'est pas emballé. J'étais calme. J'étais d'un calme mortel. Vous me demandez qui je suis, ai-je dit. Ma voix était assez froide pour geler l'air de la pièce. Je suis un lieutenant de la marine des États-Unis. J'ai prêté serment de soutenir et de défendre la Constitution des États-Unis, contre tous les ennemis, étrangers et nationaux. J'ai fait une pause, laissant les mots flotter. Et j'ai réalisé quelque chose aujourd'hui, ai-je continué, en fixant mon père dans les yeux. L'avidité est un ennemi. La manipulation est un ennemi. J'ai pris la renonciation à l'intérêt dans mes deux mains. RIP. Le son a été fort, violent, et définitif. J'ai déchiré le document en deux, puis en quatre. J'ai laissé les morceaux flotter sur le bureau immaculé de papa, comme de la neige.
Je ne signerai rien, ai-je dit. Et je ne veux pas de ton sac à main, Ryan. Je veux ce qui m'appartient. Espèce de petite ingrate, Ryan a commencé à se précipiter vers l'avant, le visage devenant rouge. Je ne ferai pas ça, l'ai-je prévenu, en changeant légèrement de posture. On se voit à la lecture du testament. J'ai tourné les talons, et je suis sorti du bureau, laissant la porte grande ouverte derrière moi. Derrière moi, je pouvais entendre le silence stupéfait se transformer en chaos. Mais je ne me suis pas retourné. La guerre avait officiellement commencé. Pendant les 3 jours qui ont précédé la lecture du testament, je n'ai ni dormi, ni mangé. J'ai fonctionné au café noir, et à l'adrénaline froide et dure d'un commandant de mission se préparant à une frappe. Mon appartement temporaire, au centre-ville de San Diego, ressemblait moins à une maison qu'à un centre d'opération tactique. Ma table à manger était ensevelie sous des piles de papier, de bloc-notes juridiques, et de la lumière bleue et brillante de 2 écrans d'ordinateur. Je n'attendais pas seulement la réunion. Je construisais un dossier. Je me suis connecté au portail public de l'évaluateur du comté de San Diego. C'est une base de données sèche et ennuyeuse pour la plupart des gens. Mais pour moi, c'était une mine d'or. J'ai téléchargé l'historique des transactions, pour chaque propriété du portefeuille des Matthews. Ensuite, je les ai recoupés, avec les relevés bancaires que j'avais obtenus par assignation, via l'autorité de la fiducie en direct. Ce que j'ai trouvé m'a fait serrer la mâchoire. Ryan n'avait pas seulement volé de l'argent, pour des fraudes à l'entretien. Il avait essayé de tirer parti de la valeur nette des maisons. Il y avait 3 demandes de prêts rejetées, de la part de prêteurs prédateurs. Le genre d'endroit qui facture des taux d'intérêt de 20%. Ryan avait essayé d'utiliser la maison de grand-mère à Pacific Beach, comme garantie pour une injection rapide de liquidité, probablement pour couvrir ses pertes en crypto. Mais les banques l'avaient refusé. Pourquoi? Parce que lorsqu'elles ont effectué la recherche de titre, le nom sur l'acte ne correspondait pas au sien. J'ai imprimé chaque lettre de refus. J'ai imprimé les dossiers fiscaux, montrant des pénalités pour paiement tardif. Chaque feuille de papier était une balle. Je ne les ai pas simplement jetés en tas. Je les ai organisés, avec la précision obsessionnelle d'un officier de la logistique. Surligneur jaune pour la fraude. Surligneur rose pour la négligence. Surligneur bleu pour l'évasion fiscale. J'ai perforé les documents, et je les ai insérés dans des classeurs bleu marine. Clic et clic. Le bruit des anneaux en métal se fermant était rythmique, apaisant. Vendredi soir, je n'avais pas une pile de plaintes. J'avais un dossier militarisé. Samedi matin, le jour du jugement, j'ai passé un coup de fil. Dylan, ai-je dit, quand mon cousin a décroché. Tu es libre cet après-midi? Oui, a-t-il balbutié. Le bruit d'une clé à molette cliquetant en arrière-plan. Je répare juste le camion. Pourquoi? J'ai besoin de toi à la maison pour la lecture du testament. 14 heures précises. Porte une chemise à col. Il y a eu une longue pause au bout du fil. Dylan était un bon gars. Un mécanicien qui se tenait à l'écart des drames familiaux. Mais il n'était pas stupide. Olivia, a-t-il dit, sa voix baissant. Tu vas vraiment faire ça? Oncle Thomas, il n'a pas l'air bien. Sa tension est élevée. Si tu fais tout sauter, il pourrait avoir une crise cardiaque. J'ai regardé la pile de preuves sur ma table. J'ai pensé au seau d'eau de pluie, dans le salon de grand-mère. J'ai pensé à la façon dont papa avait fait chanter sa propre mère. Il a fait son choix, Dylan, ai-je dit, la voix plate. Il a choisi son camp il y a 3 ans. Maintenant, il doit faire face aux conséquences de ce choix. J'ai juste besoin d'un témoin. Quelqu'un qui n'est pas sur sa liste de paix. Seras-tu là? Je serai là, Dylan. À 13 heures, j'ai commencé le rituel de la préparation. La plupart des gens porteraient une robe noire à une veillée. Ils porteraient quelque chose de modeste, se fondant dans la foule endeuillée. Mais je n'y allais pas pour pleurer. J'y allais pour présider une cour martiale. J'ai ouvert ma housse à vêtements, et j'ai sorti mon uniforme de cérémonie bleu. Le tissu était lourd, immaculé, et sans peluche. J'ai enfilé le pantalon, le remontant et le fermant à la taille. J'ai boutonné la chemise blanche, m'assurant que le col était empesé. Assez rigide pour couper du verre. Puis, la veste est venue.
des boutons dorés à double boutonnage. Je me suis tenu devant le miroir en pied. J'ai brossé mes cheveux en arrière, les tirant fermement contre mon crâne, les torsadant en un chignon réglementaire qui reposait parfaitement à la nuque. Pas une seule mèche ne dépassait. Pas de douceur, pas de féminité qu'il puisse railler. J'ai épinglé ma barrette de ruban sur ma poitrine gauche. La médaille du mérite de la marine a brillé sous les lumières de la salle de bain. Je l'avais mérité, pour avoir optimisé une chaîne d'approvisionnement de vaccins, pendant une crise mondiale. J'avais économisé des milliers de roms. Ma famille appelait ça un travail de fonctionnaire. J'appelais ça la compétence. J'ai regardé mon reflet. La fille qui mendiait pour 50 €, pour des livres de préparation au SAT, avait disparu. La femme qui me regardait en retour, était le lieutenant Matthews. Elle représentait l'honneur, le courage, et l'engagement. Et elle était sur le point d'introduire le code de justice militaire uniforme, dans le salon de ses parents. Avant de partir, j'ai fouillé dans ma table de nuit, et j'ai sorti la petite Bible reliée en cuir, que grand-mère Margaret m'avait offerte, le jour de ma nomination comme officier. Un marque-page était glissé entre les pages. Je l'ai ouverte au psaume 118, verset 22. J'ai lu les mots à voix haute, une incantation silencieuse contre la manipulation que j'allais affronter. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, est devenue la pierre angulaire. J'ai fermé le livre, et je l'ai glissé dans ma poche. Finalement, je me suis penché, et j'ai ramassé la mallette en aluminium Halliburton. Elle était lourde, froide, et indestructible. J'ai placé les classeurs bleu marine à l'intérieur, les nichant à côté des documents originaux de la fiducie. Clic, clic. Le bruit des loquets se fermant, a résonné dans l'appartement vide, comme la culasse d'un fusil de chasse. J'ai vérifié ma montre. Il était temps de partir. J'ai pris la mallette, je suis sorti, et je ne me suis pas retourné. Le silence était terminé. La chasseresse rentrait à la maison. Ma question sur la date du dossier est restée en suspens, comme la fumée d'un pistolet tiré. Monsieur Hollis a cligné des yeux. Son stylo planant au-dessus de la ligne de signature du testament. Excusez-moi, a-t-il balbutié, en fronçant les sourcils. Le dossier a été mis à jour pour la dernière fois en 2018. Pourquoi cela importerait-il? Je ne lui ai pas répondu. Pas avec des mots. Je me suis penché et j'ai soulevé la mallette en aluminium Halliburton. Je l'ai posée sur la table basse en verre avec un bruit sourd et métallique, qui a fait taire la pièce. D'un geste délibéré, j'ai repoussé les verres de chardonnay à moitié vides et les flûtes en cristal. Dégageant le champ de bataille. Clic, clic. Le bruit des loquets s'ouvrant, a été net et fort dans le silence soudain. J'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur, les classeurs bleu marine et la pile de documents juridiques, étaient organisés avec une précision militaire. J'ai tendu la main, et j'ai sorti le premier document. Je l'ai tenu en l'air, laissant le lustre suspendu illuminer le tampon rouge officiel du greffier du comté de San Diego. Ceci, ai-je dit, d'une voix calme, posée, et terriblement plate, est un acte de propriété pour la propriété de Pacific Beach. Je l'ai laissé tomber sur la table, devant Monsieur Hollis. Propriétaire enregistré, Olivia Margaret Matthews. Date d'enregistrement, 14 mai 2021. Il y a 3 ans. J'ai replongé la main dans la mallette. Voici l'acte pour les locations de Garney Avenue. Transféré. Je l'ai claqué sur la table. Voici l'entrepôt sur Miramar Road. Transféré. Clac. Voici la maison familiale où nous nous trouvons en ce moment. Transféré. Clac. J'ai regardé mon père, qui avait pris une teinte grise que je ne lui avais jamais vue. Le testament que vous venez de lire, ne vaut rien, papa. Grand-mère ne t'a pas laissé l'empire. Elle l'a donné à la seule personne, en qui elle avait confiance, pour ne pas le réduire en cendres. La pièce a éclaté en murmures. Monsieur Hollis a saisi le premier acte, ses mains tremblantes alors qu'il sortait une paire de lunettes de lecture de sa poche. Il a examiné le sceau. Il a vérifié la reconnaissance du notaire. La sueur a commencé à perler sur son front. Thomas, c'est authentique, a balbutié l'avocat. Il a levé les yeux vers mon père, avec des yeux écarquillés et paniqués. La chaîne de titre est claire. C'était un transfert dans une fiducie révocable, puis une renonciation à Olivia. Ça supplante le testament.
Les biens n'appartenaient plus à Margaret pour qu'elle puisse les léguer, à sa mort. Ils appartenaient déjà à Olivia. L'empire que mon père pensait contrôler, l'héritage qu'il venait de remettre à son garçon en or, s'est instantanément dissous. Il s'est effondré dans son fauteuil, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Le pouvoir qu'il détenait sur moi, l'argent, l'héritage, la menace d'exclusion, avait disparu. Mais Ryan n'était pas prêt à accepter la défaite. Son visage s'est tordu en un masque de rage pure et laide. Les veines de son cou se sont gonflées, alors que la réalité de sa déchéance le frappait. « Espèce de menteuse !» a-t-il crié, projetant de la salive alors qu'il se précipitait vers la table. Il a balayé les papiers, les envoyant voleter au sol. « Tu l'as manipulée. Elle était sénile. Elle ne savait pas ce qu'elle signait. Tu l'as forcée. » Il s'est jeté sur moi, le poing en arrière. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas reculé. J'ai adopté une posture de garde modifiée, les pieds à la largeur des épaules, les mains levées pour protéger ma ligne médiane. J'étais un officier de la marine entraîné. C'était un fêtard ivre en costume. « Ne me touche pas, Ryan », ai-je prévenu, ma voix tombant à un registre de commandement. Elle était folle, a crié Ryan, cherchant du soutien dans la pièce. Tout le monde sait que grand-mère perdait la tête. C'est de la fraude. Non, elle ne l'était pas, la voix venait du fond de la pièce. Dylan, mon cousin, en chemise de flanelle et bottes de travail, s'est avancé. Il a traversé la foule d'invités stupéfaits, jusqu'à se tenir à côté de moi. C'est moi qui l'ai conduite chez l'avocat, Ryan, a dit Dylan. Sa voix était grave, et posée. Je suis resté là pendant 2 heures, pendant qu'elle examinait chaque paragraphe avec Monsieur Davis. Elle n'était pas folle. Elle avait le cœur brisé. Elle a dit à l'avocat exactement pourquoi elle faisait ça. Elle a dit qu'elle le faisait, parce que tu la volais, et que l'oncle Thomas te couvrait. Un murmure collectif a parcouru la pièce. Les invités, les partenaires commerciaux, les parasites. Ils ont tous tourné les yeux vers Ryan, et mon père. Le masque était tombé. Ils n'étaient pas la famille endeuillée. Ils étaient les voleurs. Ryan est resté figé, la poitrine haletante, piégé par la vérité indéniable. Il a regardé maman, la suppliant de réparer les choses. Mais elle avait enfoui son visage dans ses mains, sanglotant doucement. Je me suis penché, et j'ai ramassé les actes. Je les ai époussetés, avec un soin exagéré. Puis, je les ai remis dans la mallette, et je les refermés. J'ai regardé mes parents. Vous avez toujours dit que Ryan avait besoin d'une chance de grandir, ai-je dit. Ma voix a percé les pleurs de ma mère. Eh bien, c'est sa chance. C'est marche ou crève. J'ai tourné mon regard vers Ryan, qui semblait petit et pathétique, sans son héritage non mérité. Je te donne 48 heures pour vider tes affaires personnelles du bureau de gestion, ai-je déclaré, en regardant ma montre. Si tu n'es pas parti lundi à 17 heures, je ferai appel au shérif du comté pour t'expulser, pour violation de propriété. Et Ryan, j'ai déjà audité les comptes. N'essaie pas de supprimer quoi que ce soit. J'ai des sauvegardes. J'ai pris la poignée de la mallette. Elle me semblait plus légère maintenant. Profitez bien des cocktails de crevettes, ai-je dit à la pièce silencieuse. Je me suis retourné, et j'ai marché vers la porte d'entrée. Mes bottes claquant en rythme sur le parquet, laissant le chaos derrière moi. Lundi matin, exactement 48 heures après la lecture du testament, je suis arrivé au bureau de gestion immobilière. Je ne suis pas venu seul. J'ai amené un adjoint du shérif du comté de San Diego avec moi, pour une intervention civile. C'est une procédure standard, quand on s'attend à ce qu'une expulsion tourne mal. Et Ryan n'a pas déçu. Le bureau, qui était autrefois organisé et propre sous la surveillance de grand-mère, sentait la tequila rassis, et la panique. Ryan fourrait frénétiquement des papiers dans une boîte en carton. Ses yeux étaient injectés de sang, sa chemise débraillée. Quand il m'a vu debout dans l'embrasure de la porte, avec l'officier en uniforme, il ne s'est pas figé. Il a explosé. « Tu ne peux pas faire ça », a-t-il crié, en lançant une agrafeuse à travers la pièce. Elle a heurté la cloison sèche, avec un bruit sourd. C'est moi qui ai bâti cette entreprise. Tu as vidé cette entreprise, les jeux corrigés, d'une voix calme. Agent, pourriez-vous vous assurer qu'il ne prend que des objets personnels?
Pas de disque dur, pas de dossier. Ryan a laissé échapper une série d'injures, qui auraient fait rougir un marin. Mais il a arrêté de lancer des objets. Il s'est précipité vers l'ordinateur de bureau, et a commencé à marteler le clavier. Je savais exactement ce qu'il faisait. Il essayait de formater le disque. Il essayait d'effacer les preuves des pots de vin pour l'aménagement paysager, et des fausses factures. Je me suis approché, et j'ai débranché la tour du mur. Ne te fatigue pas, ai-je dit. J'ai cloné le disque à distance, samedi soir. Chaque email supprimé, chaque feuille de calcul modifiée. Tout est déjà sur un serveur dans le cloud. Ryan s'est affalé sur sa chaise, vaincu par une technologie qu'il ne comprenait pas, et une sœur qu'il avait sous-estimée. Dehors, l'effondrement de sa façade s'est poursuivi avec une efficacité brutale. Une dépanneuse reculait dans l'allée. Ce n'était pas n'importe quelle dépanneuse. C'était un agent de recouvrement. La banque n'avait pas perdu de temps. Ryan n'avait pas effectué de paiement sur le Ford F-150 Raptor depuis 3 mois. J'ai regardé par la fenêtre, le crochet s'attachant au pare-choc du camion à 70 000 €. La peinture orange vif a brillé au soleil une dernière fois, avant d'être emportée, laissant des taches d'huile sur le trottoir. Mais l'agent de recouvrement était gentil, comparé à Brooke. Elle est arrivée, juste au moment où Ryan était escorté hors du bâtiment, avec sa boîte de jouets de bureau. Elle n'était pas là pour le réconforter. Elle avait appris la nouvelle, probablement par le SMS que j'avais envoyé aux locataires, leur demandant de diriger tous les futurs paiements de loyer vers le nouveau compte de la fiducie. Elle savait que la poule aux œufs d'or était morte. « Tu m'as dit que tu possédais ces immeubles ?» a-t-elle hurlé. Elle se tenait sur le parking, avec ses talons de marque. « Tu m'as dit que tu étais millionnaire. »« Chérie, écoute. C'est juste une embrouille juridique, » a plaidé Ryan, en essayant de lui prendre la main. Elle s'est reculée, comme s'il était contagieux. Puis, elle a fait quelque chose qui a fait détourner le regard du shérif, par gêne. Elle a retiré la bague de fiançailles en diamant de son doigt. « J'ai emmené ça chez le bijoutier ce matin, pour voir ce que je pouvais en tirer, » a-t-elle crié, en lui jetant la bague à la poitrine. « C'est du zirconium cubique, Ryan. Tu m'as demandé en mariage, avec un morceau de verre. » La bague a rebondi sur son polo, et a cliqueté sur l'asphalte. Brooke n'a pas attendu un Uber. Elle est montée dans sa propre voiture, et a démarré en trombe, laissant Ryan debout là, avec rien d'autre qu'une boîte de figurines et un faux diamant, dans la poussière. Mes parents sont arrivés 10 minutes trop tard, pour arrêter le carnage. Ils se tenaient près de leur berline. Ils regardaient leur garçon en or, assis sur le trottoir, pleurant dans ses mains. Ils avaient l'air plus vieux, plus petits. Maman m'a regardé, les yeux suppliant sa pitié. « Olivia, s'il te plaît. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons prendre un prêt sur notre maison, pour l'aider à rembourser la succession. » J'ai secoué la tête lentement. « Vous ne pouvez pas, maman. »« Pourquoi pas ?» a demandé papa, la voix tremblante. « Parce que j'ai vérifié les registres publics, » ai-je dit, en portant le coup de grâce. « Vous avez déjà contracté une deuxième hypothèque sur votre maison, il y a 6 mois. Vous avez donné cet argent à Ryan, pour payer ses dettes de jeu, n'est-ce pas? Vous n'avez plus aucune valeur nette. Si vous essayez de le renflouer à nouveau, vous vous retrouverez à la rue. » Ils sont restés dans un silence stupéfait. La réalité de leur complaisance les avait finalement rattrapés. Ils avaient misé la ferme sur le mauvais cheval, et maintenant, la course était terminée. Le pire, cependant, ce n'était ni l'expulsion, ni la rupture. C'était la lettre qui est arrivée à mon appartement, 3 jours plus tard. C'était une assignation à comparaître. Ryan n'avait pas seulement volé sa grand-mère. Dans son désespoir de maintenir son style de vie, il avait gonflé ses revenus, sur des demandes de prêt fédéral. Il avait déclaré les revenus locatifs comme siens. C'est de la fraude bancaire. Et comme il empochait les loyers en espèces des locataires, pour éviter toute trace écrite, il ne les avait pas déclarés sur ses impôts. C'est de l'évasion fiscale. L'IRS ne se soucie pas des drames familiaux. Il se soucie des mathématiques. Et les maths de Ryan ne collaient pas. Je me suis assise à ma table, et j'ai signé la déclaration de témoin. J'ai emballé les classeurs bleu marine, ceux qui contenaient les relevés bancaires surlignés et les photos du climatiseur rouillé, dans une boîte d'expédition adressée à la division des enquêtes criminelles de l'Internal Revenu Service.
Je ne faisais plus ça par vengeance. Je le faisais, parce que la loi l'exigeait. Mais en fermant la boîte, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que le karma a une façon de rééquilibrer les comptes. Cette nuit-là, j'étais seul dans mon appartement. L'adrénaline de la bataille s'était dissipée, laissant derrière elle une douleur creuse dans ma poitrine. Je me suis versé un verre d'eau, et j'ai regardé la photo encadrée de grand-mère Margaret, sur mon bureau. J'avais gagné. Le patrimoine était en sécurité. Le voleur risquait la prison fédérale. Les complices faisaient face à la faillite. La justice avait été rendue, froide et précise. Mais le silence dans mon appartement était assourdissant. Mon téléphone ne sonnait pas. Il n'y avait pas de texto de colère de Ryan. Pas de messages vocaux culpabilisants de maman. Ils avaient enfin compris que j'étais inaccessible. J'étais victorieuse. Mais j'étais aussi une orpheline. J'avais des parents vivants, et un frère vivant. Mais la famille dont je rêvais, celle qui m'aimait inconditionnellement, était morte bien avant grand-mère Margaret. J'ai bu une gorgée d'eau, et j'ai fixé le mur vide. C'était une boisson amère, cette liberté. Mais en pensant au mensonge, au vol et à la manipulation, j'ai réalisé une chose. Je préférerais être seul dans la vérité, que bien au chaud dans une maison bâtie sur des mensonges. Une fois les parasites éliminés, l'hôte a commencé à guérir. J'ai traité la gestion du patrimoine des Matthews, non pas comme un passe-temps familial, mais comme une opération militaire. J'ai remplacé la comptabilité chaotique de Ryan, griffonnée sur des serviettes en papier, par des procédures opérationnelles standards. Adaptées du corps d'intendance de la marine. La première règle que j'ai mise en place, était l'accord de niveau de service de 24 heures. Si un locataire signalait une fuite, une serrure cassée ou un chauffage défectueux, un technicien était sur place, en moins d'une journée. Pas d'excuses, pas de mensonges sur la chaîne d'approvisionnement. J'ai viré tous les copains bricoleurs louches de Ryan. Ceux qui facturaient le triple pour la main-d'œuvre, et arrivaient ivres à midi. À leur place, j'ai signé des contrats exclusifs, avec une entreprise de construction locale, appartenant à un vétéran du corps des marines. Pour la première fois en une décennie, les logements locatifs de Garney Avenue ont été repeints. Les toits ont été réparés. La plomberie a été entièrement refaite. Je n'ai pas augmenté le loyer d'un seul euro. J'ai simplement arrêté de financer le style de vie de Ryan. Et soudain, l'entreprise est devenue assez rentable pour réinvestir dans elle-même. Le changement d'ambiance était palpable. Ma boîte de réception, autrefois remplie de menaces de poursuite de la part de locataires en colère, a commencé à se remplir de cartes de remerciement. Une locataire, une enseignante âgée nommée Madame Gable, m'a préparé un pain aux bananes. C'était un petit geste, mais il signifiait plus pour moi que n'importe quel applaudissement lors d'un cocktail. La gentillesse et la discipline, ai-je réalisé, n'étaient pas mutuellement exclusives. Elles étaient partenaires. Une fois l'entreprise stabilisée, je me suis tourné vers la maison, celle de grand-mère Margaret. J'ai passé une semaine à purger la propriété. J'ai rempli des sacs de chantier, avec les camelotes coûteuses et de mauvais goût, que Ryan avait achetées avec l'argent volé. Les moniteurs de jeux incurvés, les baskets de marque laissées dans le placard, les caves à cigares pour des cigares qu'il ne fumait pas. J'ai tout jeté dans une benne à ordures. J'exorcisais l'avidité, des murs. En nettoyant la chambre principale, j'ai trouvé un journal relié en cuir, glissé sous le matelas de grand-mère. Il datait de 5 ans. Je me suis assise au bord du lit. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les grains de poussière. Et je l'ai ouvert. À mi-chemin, j'ai trouvé une entrée qui m'a coupé le souffle. Ryan a le charme de son père, mais il a aussi la faiblesse de son père. Il a besoin d'être aimé. Olivia est différente. Elle a des yeux tristes. Mais ils sont fermes. Elle me rappelle mon mari. Elle ne demande pas d'attention. Elle demande du travail. Elle sera la gardienne du feu de cette famille, même si les autres sont trop aveugles pour le voir. Les larmes sont venues, sans crier gare. Pendant 32 ans, j'avais cru que j'étais la déception. J'avais cru que j'étais la fille froide, et peu aimable. Mais elle m'avait vu. Elle avait vu la vérité, sous l'uniforme. J'ai pleuré jusqu'à ce que ma poitrine me fasse mal, libérant toute une vie de rejet. Quand j'ai eu fini, j'ai pris le portrait de grand-mère Margaret, celui pris quand elle a acheté son premier camion, et je l'ai accroché au-dessus de la cheminée.
La maison semblait plus légère. Ce n'était plus une scène de crime. C'était de nouveau un foyer. 2 mois plus tard, mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait « Maman ». J'ai hésité. Mon pouce a plané au-dessus du bouton de refus. Mais le devoir est une habitude difficile à perdre. J'ai répondu « Olivia ». Sa voix était faible, tremblante, dépouillée du ton condescendant qu'elle avait utilisé dans le bureau, ce jour-là. « Allô, maman. C'est ton père ?» a-t-elle dit, la voix brisée. Sa tension artérielle a grimpé en flèche. Il est à l'hôpital Scrip Memorial. Et Olivia. La banque a envoyé un avis de défaut de paiement. Ils vont saisir notre maison. Nous ne pouvons pas payer la 2e hypothèque. Il ne nous reste plus rien. Elle a fait une pause, attendant que j'intervienne. Attendant que l'ancienne Olivia propose de réparer les choses. Peux-tu nous aider, s'il te plaît? Pour la famille? J'ai pris une grande inspiration. J'ai pensé à la renonciation à l'intérêt, qu'elle a essayé de me faire signer. J'ai pensé à la façon dont elle m'a dit de sacrifier mes droits, parce que j'étais une femme. J'appellerai le service de facturation de l'hôpital, ai-je dit, d'une voix posée. Je paierai directement les frais de séjour actuels de papa. Oh, Dieu merci, a-t-elle sangloté. Et la maison? Si tu pouvais juste nous virer 50 000 €, on pourrait se remettre à jour. Non, l'ai-je coupé. Quoi? J'ai dit non. Je ne vous enverrai pas d'argent, maman. Si je te donne de l'argent, tu trouveras juste un moyen de le détourner, vers le fonds de défense juridique de Ryan ou son prochain coup de poker. Je m'assurerai que vous ayez des soins médicaux. Mais je ne vous renflouerai pas pour votre hypothèque. Vous avez signé ces papiers. Vous avez misé votre maison sur Ryan. Vous devez assumer ce pari. Mais nous allons nous retrouver à la rue, a-t-elle pleuré. Comment peux-tu être si cruel? Ce n'est pas de la cruauté, maman. C'est de la responsabilité. Je vous apprends la leçon que vous avez oublié d'enseigner à votre fils. J'ai raccroché, avant qu'elle ne puisse me culpabiliser davantage. Ça faisait mal. C'était comme couper un membre. Mais je savais que si je ne tenais pas cette ligne, ils m'entraîneraient avec eux dans leur naufrage. Novembre est arrivé, apportant avec lui la brise côtière fraîche. Le jour de Thanksgiving, je ne suis pas allé chez mes parents. Il n'y avait pas de cocktail de crevettes. Il n'y avait pas de faux-semblants. J'ai organisé le dîner, chez grand-mère. La table était dressée avec sa belle vaisselle. L'air sentait la dinde rôtie, la farce à la sauge, et la fumée de bois de la cheminée. Mes invités étaient un groupe hétéroclite. Il y avait Dylan, qui avait lavé la graisse de ses mains, et portait une belle chemise. Il y avait Madame Gable, de la location. Il y avait 2 de mes collègues officiers d'intendance, qui n'avaient pas de famille en ville. Et il y avait l'entrepreneur, le vétéran des marines, qui a apporté une tarte à la citrouille. Nous n'étions pas liés par le sang. Nous étions liés par le respect. Je me tenais en bout de table. Le siège que mon père occupait autrefois, comme un tyran. J'ai levé mon verre. À Margaret, ai-je dit. À Margaret, on reprit tous chaleureusement. J'ai regardé les visages souriants autour de la table. Il n'y avait aucune tension. Personne n'essayait de me manipuler. Personne ne jugeait mon sexe, ou mon salaire. J'ai alors réalisé que j'avais passé toute ma vie, à essayer de gagner une place à une table où je n'étais jamais désiré. Alors que depuis le début, j'avais le pouvoir de construire ma propre table. J'avais trouvé ma tribu. Et pour la première fois de ma vie, ce jour de Thanksgiving, j'étais vraiment reconnaissante. 3 mois après que la poussière soit retombée, mon père a demandé à me voir. Il n'a pas choisi le country club, ni le steakhouse, où il avait l'habitude de tenir sa cour avec ses partenaires commerciaux. Il a choisi un petit restaurant rétro, près de la Pacific Coast Highway. Un endroit où le café est servi dans des tasses blanches épaisses, et où les menus sont plastifiés. Je suis arrivé 10 minutes en avance. Une habitude que je ne perdrai jamais. J'ai observé depuis la banquette, sa voiture se garait sur le parking. Il ne conduisait plus sa berline de luxe. Il était au volant d'une Toyota Camry de 10 ans, le pare-choc cabossé, la peinture s'écaillant sous le soleil de Californie. Quand il est entré, je l'ai à peine reconnu. L'homme qui avait commandé la pièce lors des funérailles,
avec sa voix tonitruante et son costume sur mesure, avait disparu. À sa place, se tenait un homme qui semblait avoir 10 ans de plus. Ses épaules étaient affaissées, dans un polo qui flottait sur lui. Il s'est assis en face de moi. Il n'a pas croisé mon regard. Il a fixé son café noir. Ses mains tremblaient légèrement, en attrapant les sachets de sucre. Ryan passe en jugement le mois prochain, a-t-il dit. Sa voix était basse, manquant de sa résonance d'antan. Il refuse de nous parler. Il dit que c'est de notre faute. Il dit que nous l'avons tellement gâté, qu'il n'a jamais appris à survivre. Papa a laissé échapper un petit rire amer. Et il a raison. Je suis restée silencieuse, le laissant trouver ses mots. J'étais aveugle, Olivia, a-t-il murmuré, en levant enfin les yeux. Ses yeux étaient cerclés de rouge. J'étais tellement obsédé par l'idée du fils aîné, par l'image du nom des Matthews perpétué par un homme, que je n'ai pas pu voir ce qui était juste devant moi. J'avais un diamant dans la main, et je l'ai jeté pour courir après un morceau de verre. C'était la première fois en 32 ans, que Thomas Matthews admettait avoir tort. Je l'ai regardé, de l'autre côté de la table en formica. J'ai attendu que la colère monte, que le vieux ressentiment s'enflamme. Mais il n'est pas venu. Au lieu de cela, j'ai ressenti une étrange et lourde pitié. Il avait passé sa vie à construire un sanctuaire à son ego, et maintenant, il était assis dans les décombres. « Je te pardonne, papa », ai-je dit doucement. Sa tête s'est redressée d'un coup. La surprise a envahi son visage. Il semblait s'attendre à ce que je crie, que je me réjouisse, que je retourne le couteau dans la plaie. « Je ne le fais pas pour toi », ai-je continué, ma voix ferme. « Je le fais, parce que je refuse de porter le poids de te haïr, pour le reste de ma vie. C'est un sac à dos lourd à porter, et je le pose. » Je me suis penché en avant, établissant le périmètre de notre nouvelle relation. Mais le pardon, n'est pas l'amnésie. Je m'assurerai que la fiducie paie vos factures médicales. Je m'assurerai que maman et toi ayez un toit sur la tête. Mais vous n'aurez plus jamais votre mot à dire dans ma vie. Vous ne me conseillerez jamais sur les affaires? Et vous n'essaierez plus jamais de me manipuler. Ce sont les conditions. Il a hoché lentement la tête, une seule larme traçant un sillon dans le chaume de sa barbe. C'était un triste compromis. Mais c'était un compromis juste. J'ai quitté le restaurant avant l'heure du déjeuner. J'avais du travail à faire. Cet après-midi-là, j'ai rencontré Monsieur Davis, pour finaliser le dernier amendement au Matthews Family Trust. Nous n'achetions pas plus de propriétés. Nous investissions dans les gens. Êtes-vous sûr de ce pourcentage, Olivia, a demandé Monsieur Davis, en tapotant son stylo sur le brouillon. 20% des bénéfices bruts, c'est une somme importante. J'en suis sûr, ai-je répondu. Nous avons créé le fonds de bourse Margaret Matthews. Mais il n'était pas pour tout le monde. Il était spécifiquement destiné aux enfants des officiers mariniers de la marine en service actif. Ces hommes et femmes enrôlés, qui travaillent le plus dur et sont les moins bien payés. Je voulais m'assurer qu'aucune jeune fille de 18 ans n'aurait jamais à mendier 50 € à ses parents, pour acheter des livres de préparation au SAT. Je voulais m'assurer que si un enfant avait la volonté de réussir, l'argent ne serait jamais l'obstacle qui l'arrêterait. L'héritage de grand-mère ne serait pas seulement un portefeuille d'immeubles en stuc. Ce serait une échelle, pour que la prochaine génération puisse grimper. Ce soir-là, je me tenais sur le balcon de la maison de Pacific Beach. Le soleil se couchait sur l'océan, peignant le ciel de teintes de violet contusionné et d'orange flamboyant. Pour la première fois depuis mon engagement, mes cheveux n'étaient pas tirés en un chignon réglementaire serré. Ils étaient lâches, flottant sauvagement dans la brise salée. J'ai pris une profonde inspiration, goûtant l'air salin, sentant la vibration des vagues déferlantes dans ma poitrine. J'ai fouillé dans ma poche, et j'ai touché la petite Bible en cuir. Je n'avais pas besoin de l'ouvrir pour connaître le verset. Il était maintenant gravé dans mes os. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. J'ai souri. Ils m'avaient rejeté. Ils avaient essayé de m'enterrer. Mais ils ne savaient pas que j'étais une graine, pas un cadavre. La pression qu'ils ont appliquée ne m'a pas écrasé. Elle m'a condensé. Elle a transformé le charbon en diamant. J'ai tourné le dos à la maison sombre, et j'ai regardé l'horizon. La nuit tombait, mais à l'intérieur de moi, le long et froid hiver était enfin terminé. C'était le matin.
La leçon la plus chère que j'ai apprise ne concernait pas l'immobilier, ou les fiducies entre vifs. Elle concernait l'estime de soi. Pendant des années, j'ai attendu des excuses, qui n'allaient jamais venir. Je pensais que si j'accomplissais assez, si je servais assez, ou si j'endurais assez, ma famille finirait par voir ma valeur. Mais voici la vérité, vous ne pouvez pas faire sécher l'encre d'une histoire, que quelqu'un d'autre écrit pour vous. Vous devez vous emparer de la plume. Si vous êtes le mouton noir, ou le bouc émissaire, arrêtez d'essayer de teindre votre laine en blanc, pour plaire à des gens qui s'engagent à vous mal comprendre. N'attendez pas une place, à une table toxique. Allez construire la vôtre. Merci d'avoir veillé avec moi, jusqu'à la toute fin. Je sais que beaucoup d'entre vous qui écoutez en ce moment, mènent leur propre bataille silencieuse. Vous rassemblez vos propres preuves, et vous tenez la ligne contre l'injustice. Je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà eu à couper les ponts, pour sauver votre santé mentale? Ou prévoyez-vous encore votre stratégie de sortie? Tapez le mot pierre dans les commentaires ci-dessous, si vous êtes prêt à devenir la pierre angulaire de votre propre vie. Et si cette histoire vous a donné de la force, s'il vous plaît, abonnez-vous et partagez-la, avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. N'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul. Vous faites partie de cette tribu, maintenant.